Bon, bonjour. 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 Je suis très heureux d'être ici. C'est très très étrange pour moi parce que j'ai commencé ma carrière d'enseignant ici, enfin de l'autre côté. Et, enfin, j'espère que j'ai pas laissé trop de souvenirs. Mais c'est un moment très particulier pour moi de revenir ici. Et puis pour parler de ça aussi, je remercie évidemment Hugues Marminat, qui a eu l'extrême générosité de m'inviter à revenir sur mes pas. Et puis évidemment les organisateurs de ces festivités philosophiques. Et puis je vais commencer sans plus tarder à vous parler du chant. Enfin, à vous parler de chanter. Oui, parce que c'est pas tout à fait pareil. Je vais vous parler de l'activité de chanter. Enfin, je vais essayer de vous parler de l'activité de chanter et je vais vous en parler, justement. C'est-à-dire que je ne vais pas le chanter. Je vais vous parler de chanter. Je ne vais pas vous chanter le chant. Bon. Ça n'a l'air de rien, mais c'est important. C'est un choix que je fais. Parce que normalement, je devrais vous chanter le chant, ce serait le mieux pour vous faire comprendre ce que c'est que le chant. Plutôt que, par exemple, vous parler des paroles de la musique, des paroles d'une chanson. Une chanson, c'est pas que des paroles, c'est des paroles et de la musique. Et c'est les deux qui constituent une chanson. Bref, chanter, je vais vous parler de chanter. Pourquoi je ne vous chante pas chanter? Parce que ça donnerait à peu près ça. Je pourrais vous parler de chanter. Et ça ne marcherait pas. Et vous sentiriez horriblement mal à l'aise. Enfin, sans parler de moi, là, c'est terrible. Je l'ai répété dans le train. C'était horrible. Donc vous sentiriez très mal à l'aise. Et je veux que vous reteniez ce sentiment un peu désagréable. Si je me mettais à chanter comme ça. Pourquoi? Vous vous sentez mal à l'aise? Pourquoi? Et pourquoi donc je ne vais pas chanter et vous parler du chant? Vous vous sentez mal à l'aise parce que vous trouvez ça assez impudique, il faut bien le dire. C'est assez impudique. C'est-à-dire que je m'expose beaucoup plus à vous si je chante que si je parle, par exemple. C'est pour ça que vous n'êtes pas... Il y a de l'impudeur là-dedans. Donc on retient ça, cette idée. Il y a de l'impudeur, c'est impudique. La deuxième chose, c'est que c'est pas le lieu. Là, il y a un micro, normalement, je pourrais chanter, c'est fait pour ça. Mais là, dans cette salle, dans cet auditorium, cette salle de réunion, je ne sais pas comment il faut l'appeler, dans un amphithéâtre, on ne chante pas en général, on parle, justement. La table, la disposition, tout fait que ce lieu est destiné à la parole et pas au chant. Ça paraît évident, mais ça l'est beaucoup moins si on s'imagine que le chant n'est peut-être pas si localisé que ça. Bon, c'est très étrange de réserver des places pour le chant, pour chanter, des places pour la parole, par exemple. En réalité, le chanter, vous en êtes entouré en permanence. Vous êtes même noyé là-dessous. Vous entendez des chansons tout le temps. C'est même un peu pénible. Tout le monde chante autour de vous, ça vous est par moments assez pénible aussi. Bref, il y a du chant partout. Mais il y a des endroits sociaux qui sont réservés, il y a des salles de concert, il y a des chorales, il y a des endroits sociaux qui sont réservés à du chant. Comme si la pratique du chant était à la fois extrêmement diffuse, informelle, partagée par toutes les couches sociales, par exemple, il n'y a pas de différence. Apparemment, tout le monde chante. Et en même temps, il y a des places très très délimitées dans la société où là on chante en professionnel. Dans les salles de concert, à la télé, la télé ça c'est autre chose aussi. J'y reviendrai peut-être, ou pas d'ailleurs, parce que je crois que c'est pas vraiment le plus intéressant. Sociologiquement c'est intéressant, philosophiquement je suis pas sûr que ce soit extrêmement intéressant. Mais bref. C'est la deuxième chose qu'il faut retenir, parce qu'on a pu imaginer, certains philosophes ont pu imaginer, sur lesquels je vais revenir, que, j'allais dire, l'expansion du chant
a pu être à un moment donné total, universel, qu'il n'y avait pas de place réservée pour ça, pas de place délimitée, c'est-à-dire pas de différence entre la parole et le chant, où tout le monde chantait, mais pas comme en ce moment, comme tout le monde chantonne ou chansonne, et que tout le monde chantait au lieu de parler. Bon, je vais retenir ça. Et puis la troisième chose qui vous dérangerait si je me mettais à chanter, enfin, c'est que je chante faux. Bon, vous l'aurez peut-être remarqué. Et chanter faux, c'est terrible. Ça aussi, vous l'aurez remarqué, j'en suis sûr. Hein. Quelqu'un qui vous casse les pieds, c'est rien à côté de quelqu'un qui vous casse les oreilles. C'est rien, mais ça dit beaucoup de choses. Parce que quand quelqu'un chante faux, au lieu de... Enfin, ou même quand quelqu'un parle faux, c'est-à-dire quand le timbre de sa voix sonne pas juste, comme on dit, ça vous choque, mais ça vous choque profondément. Il y a un truc qui colle pas. Il y a un truc qui colle pas, et ça révèle 2 ou 3 choses de notre habitude aussi, de la voix ou de la parole. Nous sollicitons, ou nous avons, dans notre communication, dans nos communications, nous sollicitons une espèce de parole idéale qui veut que ça sonne juste, c'est sincère, c'est le bon timbre, ou c'est dans la note, comme on dit. Quelqu'un qui chante faux, c'est quelqu'un d'extrêmement dérangeant. C'est quelqu'un qui va justement vous amener à vous interroger sur ce que c'est que le son juste et ce que c'est qu'avoir une voix juste. Bon, j'y reviendrai parce que c'est probablement, d'une certaine manière, une espèce de contrainte sociale terrible qui porte sur la parole. Il faut parler juste parce que la justesse de ton est extrêmement connotée, dit beaucoup de choses de la personne. Ça a quelque chose à voir avec l'impudeur dont je vous parlais. Quelqu'un qui chante pas juste, qui chante faux, vous donne l'impression soit d'être quelqu'un de faux, soit de quelqu'un de brisé. Comme si la voix portait l'unité de la personne. Ou, encore mieux, ou encore pire, comme si elle portait l'harmonie interne de la personne. Quelqu'un qui chante faux, c'est quelqu'un de disharmonique. Il y a quelque chose qui cloche ou qui ne va pas. Je ne dis pas que c'est vrai, je dis que c'est l'impression qu'on a. D'accord ? Et que cette impression-là, elle est très révélatrice. Donc voilà pourquoi je ne vais pas chanter. Bon. Tout simplement parce que je ne vais pas me couvrir de ridicule. Il y a la télé pour ça. Mais je ne vais pas chanter non plus parce que ce que je vais essayer de véhiculer auprès de vous sont des significations. Je vais essayer de vous faire comprendre des choses ou parler, je ne vais pas parler avec vous, ce n'est pas un dialogue. Je vais essayer de vous parler de quelque chose, à propos de quelque chose, à propos du chant. Bon. Autrement dit, ma parole, là, elle est destinée à de la signification en général et de l'information en particulier. Or, si je me mets à parler comme ça, je vais véhiculer beaucoup moins de signification et je vais entraver considérablement la communication. Vous avez remarqué les deux assez facilement. Plus vous haussez la parole vers le chant, c'est-à-dire plus vous infléchissez, plus vous mettez des inflexions dans le chant, c'est-à-dire plus la voix prend de l'ampleur, plus la voix se fait entendre elle-même, plus la signification diminue. J'allais dire, c'est quasiment physique. En tout cas, dans l'opéra, c'est comme ça. Dans l'opéra, il y arrive à un certain niveau du chant où matériellement, vous ne pouvez plus articuler certaines syllabes ou certains sons. Vous liquéfiez en quelque sorte le langage dans le chant. Et donc vous liquéfiez la signification. La signification, elle a besoin d'unité discrète, d'articulation, de distinction. Bon. Plus vous abaissez au contraire la voix, les inflexions de la voix, c'est-à-dire plus vous rendez votre voix neutre, plus vous vous rendez capable d'articuler des mots, donc de véhiculer de la signification. C'est tout bête. Vous vous en apercevez très rapidement quand vous écoutez des chansons. L'ineptie caractérisée des 4/5 des paroles des chansons, elle est due en particulier
au poids de la musique. Au poids, pas seulement de la musique, mais de la voix. Bon. Ça a l'air de rien, mais ça a été une querelle philosophique, enfin ça a été une querelle culturelle immense sur laquelle je vais revenir, et qui est devenue une querelle philosophique très importante. Parce que c'est une querelle qui parle de ce que c'est que la parole, justement. Donc si je ne chante pas, c'est que je veux vous dire des choses. Je veux vous dire des choses. C'est pour ça que l'opéra, ça nous paraît si ridicule. C'est que les gens prétendent dire des choses et ils chantent. Mais tout le monde sait bien que si on veut dire efficacement quelque chose, on n'a pas intérêt à chanter, bien sûr. Si je veux vous transmettre de l'information, il faut que j'arrête de chanter. Il y a vraiment que sur une scène d'opéra qu'on s'imagine que on peut demander le sel comme ça. C'est totalement impossible. Vous comprenez bien que plus la voix prend de l'ampleur, plus les significations se simplifient, plus la parole se liquéfie, plus la signification donc se disperse. Vous obtenez quelque chose en échange, je vais y revenir. Mais plus la communication, en tout cas la transmission d'informations, se modifie. Vous pouvez établir de la communication. J'y reviendrai. Vous n'êtes pas nécessairement tout seul quand vous chantez, mais vous êtes d'abord seul quand vous chantez. Vous êtes d'abord seul. C'est ça qui est intéressant. C'est un moment de solitude formidable. Même au milieu des autres, quand vous chantez d'abord seul. Vous chantez d'ailleurs d'abord pour vous, avant de chanter pour un public. Et même, il est à se demander si chanter pour un public, ce n'est pas déjà une dénaturation du chant. Bref, vous chantez pour vous enchanter. J'y reviendrai. Par plaisir. Mais précisément, la parole, au départ, c'est pas nécessairement, vous ne parlez pas pour le plaisir, vous parlez pour transmettre de l'information. Donc vous ne chantez pas, vous parlez. Vous faites un choix. Vous faites un choix qui a l'air de rien, mais qui peut être parfaitement traumatique, en tout cas qui traumatise certains philosophes. Bon, il faut être philosophe, il faut avoir du temps à perdre, d'accord, mais ça traumatise. Pourquoi ? Parce que vous devez choisir entre chanter et parler. C'est-à-dire exactement ce que je viens de faire. J'ai choisi, en arrivant ici, de parler plutôt que de chanter. Mais est-ce que j'avais vraiment le choix ? Pour répondre à cette question, on va faire une autre hypothèse. Ou plutôt, je vais évoquer une hypothèse, celle d'un philosophe très célèbre, très connu, un Français, Rousseau. Cette hypothèse, elle n'est pas seulement partagée par Rousseau, mais elle a passionné Rousseau, et je vais vous dire tout de suite pourquoi elle l'a passionné. Ce n'est pas arrivé par hasard, justement, parce que ça vient d'une querelle musicale, musicologique. L'hypothèse de Rousseau, c'est que nous n'avons pas... Alors c'est une hypothèse de philosophe, donc c'est une hypothèse parfaitement farfelue. C'est une hypothèse qui, historiquement, n'a évidemment aucun fondement, mais qui, philosophiquement, a une profondeur vertigineuse. Et c'est une hypothèse, à dire vrai, sur laquelle toute notre modernité repose. Tout ce que nous vivons là repose sur cette hypothèse rousseauiste. Et y compris dans le plus contemporain, y compris dans cette espèce d'exaltation tous azimuts du chant, de la chanson, des chanteurs, etc., etc. Tout ça, ça reste englobé dans l'hypothèse de Rousseau. Cette hypothèse, elle est toute simple, c'est qu'on n'a pas commencé par parler, on a commencé par chanter. Voilà. Que la parole, au départ, c'était du chant. Ça a l'air de rien, mais c'est considérable. C'est considérable parce que ça connote, ça n'explique pas simplement ce que c'est que le chant, mais ça vous signale, c'est pour ça que moi ça m'a intéressé, ça vous signale ce que toute la culture, en tout cas la culture occidentale, a investi dans l'idée du chant et de chanter. Et ce n'est pas juste des lubies de philosophes. Encore une fois, ça irrigue toute notre culture. C'est-à-dire ça irrigue notre quotidien, ça irrigue aussi le fait de chanter. Quand vous chantez, vous vous rapportez en fait à ce mythe, d'une manière ou d'une autre. Alors ce mythe, cette hypothèse méthodologique, d'une origine par le chant, ce mythe, il a l'air assez simple. Bon. Et d'ailleurs, il nous paraît assez naturel. On va voir pourquoi, enfin plus précisément, il nous paraît assez naturel parce qu'il coïncide à peu près avec l'expérience, j'allais dire, un peu quotidienne ou un peu existentielle, j'aime pas trop ce terme, mais un peu existentielle que nous avons du chant ou que nous avons de chanter. À l'origine, on chantait. Voilà. À l'origine, on chantait comme vous, quand vous étiez bambin, au départ. Vous chantiez. Enfin, vous chantiez beaucoup, ça chantait beaucoup autour de vous. Bref, l'enfance, la vôtre comme celle de l'humanité, l'enfance de l'homme,
et de la femme aussi, l'enfance de l'humanité, c'est le chant. Comme la vôtre était entourée du chant. Bon, vous avez commencé par crier, brailler, ça, je suis bien placé pour le savoir. Vous avez commencé par crier, et puis après, ce cri s'est modulé. C'est devenu un charmant gazouillis, et vous vous êtes mis à chanter, et d'une certaine manière, vous vous êtes mis à apprendre la parole en chantant. Pourquoi on fait chanter les enfants dans les écoles primaires, dans les écoles maternelles? Pourquoi on leur enseigne des comptines? C'est bien qu'il y ait une vertu, non pas du contenu des chants. Une souris verte, franchement, ça ne nous apprend pas grand-chose, hein, à part le fait de pouvoir la tremper dans l'huile, la tremper dans l'eau. Mais donc le contenu, encore une fois, le contenu des paroles n'a strictement aucun intérêt. Bref, ce contenu n'a aucun intérêt. En revanche, le rythme des paroles a quelque chose de très intéressant. Ça vous apporte du vocabulaire. Bon, vous pouvez prononcer le mot souris, escargot, tout chaud, enfin bref, des choses importantes dans la vie. Et ça vous apprend tout simplement à manipuler le langage, théoriquement. Et puis ça a une vertu extraordinaire qu'il ne faut pas oublier, qu'il faudra garder en mémoire aussi. C'est justement la mémoire. C'est qu'on a l'idée, en tout cas, qu'avec le chant, on retient mieux. Avec les comptines, c'est comme ça qu'on apprend les mathématiques en chantant, enfin, le calcul, et 1, et 2, et 3, 0. Bref, on a l'impression qu'on retient beaucoup mieux. C'est un organe mnémotechnique, c'est un organe de mémoire, le chant. Et ça aussi, c'est important parce que ça fait partie du mythe, justement. Ça fait partie non seulement du mythe occidental, mais ça fait partie aussi des valeurs les plus contemporaines qu'on attribue au chant. Le chant comme conservatoire. Les chantres de l'identité, c'est bien les chantres. Ceux qui chantent l'identité nationale en particulier, ils ont une affinité particulière avec le chant, parce que le chant, c'est un conservatoire. C'est là que se tiennent les traditions, c'est là que se tient l'identité, c'est de la mémoire. Voilà. La parole se disperse, le chant, ça revient. Bref, je reviens à cette idée. Cette idée, c'est que vous commencez par crier, vous modulez le cri, ça devient du chant, vous démodulez le chant, ça devient de la parole. C'est ça le mythe, en réalité. Vous avez commencé par chanter, et puis vous avez dû abandonner le chant, vous avez vieilli. L'humanité a vieilli. Vous chantez plus rarement ou occasionnellement, c'est-à-dire dans certains lieux, justement. On revient à l'idée précédente. Vous ne chantez pas n'importe où. Bon, vous chantez au boulot, peut-être, mais pas dans une salle de classe, par exemple. Ou vous chantez quand vous avez des activités répétitives, par exemple. C'est-à-dire quand votre esprit ne doit pas être focalisé sur une tâche intellectuelle. Vous vous libérez, vous chantez. Bon. Donc il y a des occasions particulières qui sont intéressantes à cerner. Pourquoi vous chantez à ce moment-là et comment vous êtes quand vous chantez? Je vais revenir là-dessus. Qui vous êtes quand vous chantez? Qui vous êtes exactement? Vous n'êtes pas exactement celui que vous êtes quand vous parlez. Vous n'êtes même pas du tout celui que vous êtes quand vous parlez. Et dans le mythe dont je vous parle, il y a cette idée que, fausse d'une certaine manière, mais extrêmement prégnante, il y a cette idée que vous êtes vraiment vous-même quand vous chantez. Que dans la parole, à la limite, vous pouvez vous perdre, que dans la parole, vous pouvez être impersonnel, que dans la parole, vous pouvez vous cacher, qu'avec la parole, vous pouvez tromper, mais qu'avec le chant, vous ne pouvez pas, parce que c'est votre voix. C'est bien la raison pour laquelle je vous parle et je ne chante pas. C'est bien la raison pour laquelle ça vous paraîtrait impudique que je me mette à chanter, et ça vous mettrait mal à l'aise. Parce que vous entendez ma voix, c'est-à-dire moi. Vous me voyez, vraiment. Alors avec la parole, c'est exactement ce que je suis en train de faire. Je peux développer un écran de fumée, je peux masquer. C'est pas moi qui parle. C'est pas moi qui parle, mais c'est moi qui chante. D'accord ? Bon. C'est vrai ou c'est pas vrai? À dire vrai, répondre à cette question, ça ne m'intéresse pas du tout. C'est vrai ou c'est pas vrai? L'essentiel, c'est que ça nous hante, cette idée. L'essentiel, c'est que ça nous hante. C'est l'idée que, quand je chante, je suis vraiment moi-même. Ben, cette idée-là, elle est de Rousseau. Elle vient de Rousseau. Elle vient d'un texte dont vraiment je vous recommande la lecture. C'est un texte extraordinaire, très beau. Comme vous savez, Rousseau n'était pas seulement un philosophe, c'était un grand écrivain. Ce texte, c'est l'essai sur l'origine des langues.
Et c'est ce texte qui évoque justement cette hypothèse apparemment farfelue, en l'occurrence qui n'est pas fondée sur quelconque vérité historique, encore que Rousseau le croyait, encore qu'on le croyait pas mal à cette époque-là. Mais c'est donc l'idée que, voilà, non seulement nous avons commencé par chanter au lieu de parler, mais que si nous avons commencé par chanter au lieu de parler, c'est que nous étions vraiment nous-mêmes à ce moment-là. Autrement dit, le chant est lié à l'origine, c'est votre enfance, c'est celle de l'humanité, ou plutôt, encore une fois, pas le chant, chanter. Chanter est lié à l'origine, la vôtre ou celle de l'humanité, ou entre les deux, celle de la culture, c'est ça qui intéresse Rousseau. C'est l'origine de la culture, et cette origine, forcément, et ça c'est un tropisme métaphysique caractéristique, forcément cette origine est pure, elle est pure. Forcément cette origine c'est l'authentique. L'authentique. C'est une vision, alors bon, c'est une vision très religieuse d'ailleurs, hein. Tout était bien à l'origine, tout va en se dégradant. C'est une vision parfaitement réactionnaire dans laquelle nous sommes encore maintenant, c'est-à-dire tout ce qu'on valorise dans le chant, ou une bonne partie de ce qu'on valorise dans le chant, tient à ce mythe réactionnaire. Ou, pour le dire en termes un peu moins péjoratifs, ce mythe romantique. C'est l'invention du romantisme, hein, avec Rousseau. C'est l'invention du romantisme. Le chant est à l'origine est pure. Et en quoi est-ce une pureté ici pour Rousseau ? C'est précisément parce qu'il y a ici coïncidence de l'humanité avec elle-même. Vous chantez, l'humanité a commencé par chanter, parce qu'elle était vraiment elle-même. Qu'est-ce que c'est que le chant ? Qu'est-ce que vous faites quand vous chantez ? Vous vous retrouvez vous-même. C'est vous qui chantez, alors que ce n'est pas vous qui parlez. Bon. Je reviendrai là-dessus parce qu'il faut savoir justement quelle personne nous sommes exactement. Et puis surtout, il faut savoir ce que signifie cette curieuse connotation, cet agglomérat de valeurs qui tourne autour du fait de chanter. Mais ce qui est surtout aussi important, c'est l'image négative que ça donne de la parole. Et ça, c'est caractéristique aussi de Rousseau. Quand je vous disais tout à l'heure, j'ai choisi de parler et pas de chanter. J'ai fait un choix, mais ce choix n'est pas neutre. Ce choix, il m'est dicté, encore une fois, par le lieu, par les circonstances, etc. Mais je peux avoir l'impression, si je lis Rousseau, en tout cas c'est le cas, je peux avoir l'impression que si je me mets à parler plutôt qu'à chanter, je perds quelque chose. J'ai dit tout à l'heure, moins vous chantez, plus vous produisez de la signification et plus vous véhiculez de l'information. Plus efficacement vous véhiculez de l'information. Mais ça a un prix, justement. Ça a un prix considérable. Plus vous véhiculez de l'information, plus vous vous rendez impersonnel. C'est une proportionnalité exactement inverse. Ça aussi, c'est inventé par Rousseau. Qu'est-ce que c'est que parler, sinon, au sens littéral du terme, déchanter. Déchanter. Si vous supposez que le chant ou chanter est à l'origine, parler, c'est déchanter. Or, vous voyez immédiatement toutes les connotations qui sont liées au fait de déchanter. D'accord ? Parler, c'est déchanter. C'est même pire que ça. Enfin, c'est déjà pas mal. Hein. Donc, je renonce au chant, c'est-à-dire, puisque le chant, c'est la coïncidence à moi-même, je renonce à moi-même pour véhiculer de l'information. Je deviens efficace. Pour Rousseau, c'est comme ça que se développe la raison. Ma raison se développe, ma pensée s'approfondit, mais mon cœur s'étiole. Et cette opposition entre la parole réservée à la pensée et le chant réservé au cœur, il est constant. Enfin, elle est constante, cette opposition. Elle est constante et elle est particulièrement visible aujourd'hui. On peut dire tout ce qu'on veut, mais alors s'il y a bien une connotation liée à la chanson, c'est d'ailleurs ce qui confine à la niaiserie plus épouvantable, c'est que c'est l'expression du cœur. C'est l'expression du petit moi et du cœur. La parole, elle est impersonnelle. La parole, elle est signifiante. La parole, elle est efficace.
Vous renoncez à chanter pour être efficace. Vous renoncez à exprimer votre moi pour parler d'autre chose. C'est un drame, c'est le drame de la culture. Vous déchantez dans la culture, ça s'appelle le désenchantement. C'est exactement le principe même du désenchantement. C'est-à-dire toute l'histoire de l'humanité, si on se fie à ce mythe rousseauiste, toute l'histoire de l'humanité, c'est un long et triste, mais très efficace, désenchantement. Au départ, il y avait la parole. Au départ, les gens chantaient naturellement. Au départ, les gens étaient eux-mêmes. Au départ, ils coïncidaient avec eux-mêmes. Ils s'exprimaient. Le cœur parlait. Ils s'exprimaient. Retenez bien ça, parce que l'expression elle-même est en proportion inverse de la signification. Plus vous vous exprimez, moins vous signifiez. Plus vous signifiez, moins vous vous exprimez. Ou plutôt, pour bien signifier, il faut exprimer le moins possible. L'expression, c'est-à-dire l'expression du moi, du je, de la personne. Quand vous chantez, la personne est là. Quand vous parlez, elle se retire. Ce qui importe quand vous parlez, ce n'est pas la personne elle-même, c'est ce qu'elle dit. En tout cas, c'est comme ça qu'est l'information. Et bien, l'hypothèse de Rousseau, quand elle est appliquée à la culture, elle nous fait penser que l'histoire, en tout cas l'histoire de l'Occident, c'est une histoire qui nous mène de l'Orient du chant à l'Occident de la parole. C'est une histoire proprement apocalyptique. C'est une histoire qui nous raconte, c'est pour ça que c'est une histoire aussi romantique et aussi réactionnaire, avant c'était tellement mieux. C'était tellement mieux. Cette histoire, c'est l'histoire de la culture se constituant comme des enchantements, comme un renoncement progressif. Alors c'est un renoncement où nous avons énormément gagné, bien sûr. Il y a un gain immense, la pensée, l'intelligence, la raison, la technique, la science. Tous ces développements de la culture, tout cet approfondissement, toute cette technicité de la pensée se fait au détriment de l'expressivité. C'est l'idée de Rousseau. Nous n'avons jamais été aussi efficaces, nous n'avons jamais été aussi intelligents. Nous n'avons jamais été aussi efficaces dans la maîtrise du monde. Nous n'avons jamais eu autant d'idées, jamais été aussi efficaces pour connaître, mais nous n'avons jamais été aussi peu nous-mêmes. Dans ce long parcours de la constitution de la culture, nous nous sommes perdus en chemin. Nous avons renoncé à nous-mêmes, nous avons renoncé à la voix. Nous avons renoncé à la voix au profit de la parole, c'est-à-dire au profit de la pensée. Nous avons renoncé au cœur au profit de la tête. Bon, je simplifie gravement, je m'en excuse auprès de Rousseau, mais si je simplifie gravement, c'est précisément parce que cette hypothèse rousseauiste est pour nous un mythe, mais un mythe fondateur. Le terme d'Occident le dit, lui-même, Occident, c'est là où le soleil se couche. D'accord. Nous sommes à l'Occident, c'est-à-dire nous sommes exactement aux antipodes de l'origine. Nous sommes exactement au lieu où la parole est hyper perfectionnée, mais nous avons complètement perdu le chant originel. Or, dernière chose de cette hypothèse, je vous ai dit tout à l'heure que c'était un mythe. On peut dire plus précisément que c'est un mythe sur le mythe. Parce que cette hypothèse, c'est précisément l'idée que cet âge du chant qui n'a, comme vous pouvez l'imaginer, jamais existé, mais encore une fois, c'est ce que ça nous fait penser qui est important, cet âge du chant qui n'a jamais existé, c'est l'âge du mythe lui-même, c'est l'âge mythique. C'est l'âge mythique. Il y a une unité pour nous, dans notre culture, entre, j'allais dire, une identification entre origine, pureté, mythe, chant. Tout ça est aggloméré pour donner sens à notre culture. D'accord. Tout l'intérêt, c'est exactement ce que dit Lévi-Strauss, quand, par exemple, l'anthropologue dont vous avez peut-être entendu parler, Lévi-Strauss, il place le mythe entre la musique et la parole.
cette place intermédiaire du mythe entre la musique et la parole, c'est la place intermédiaire du chant lui-même. Donc il y a une identité entre la conscience mythique et la parole chantante ou chantée. Mais encore une fois, ce qui est important, c'est l'espèce d'ombre portée de ce mythe sur notre contemporain ou sur notre modernité, c'est-à-dire sur l'idée que notre modernité, c'est le désenchantement, c'est que nous avons cessé de chanter, c'est que nous avons renoncé à nous-mêmes. Toute la modernité, c'est un long désenchantement. Ça implique deux choses, et rassurez-vous, j'ai pas de montre, c'est pas de bol pour vous, mais vous me ferez signe quand vous en aurez assez. D'ailleurs, je crois déceler quelques-uns de ces signes. Mais quand vous en aurez assez, vous me le direz, et vous me le crierez, plutôt que de parler. Mais je voudrais juste tirer quelques petites conséquences. Vous voyez bien qu'en tirant ce fil-là, ce fil du chant, vous dévidez des quantités de choses énormes et à la fois infimes. C'est ce qui m'intéresse, justement. C'est que dans cette activité absolument quotidienne, quasiment informe, à laquelle tout le monde se livre, pas seulement sous la douche, mais à laquelle tout le monde se livre. Personne n'est étranger non seulement au chant, mais à chanter. Tout le monde s'y est mis. Bon. Parce que tout le monde parle, justement. Donc tout le monde chante. Mais ce qui se passe dans cette activité-là est incroyable. Elle charrie toute une mythologie derrière. Bon. Mais cette mythologie, je viens de vous en parler, je la laisse de côté. Maintenant, je voudrais juste revenir sur deux points. J'avais quand même pris des notes. J'ai terminé l'introduction. Alors, je vais revenir. Je vais revenir sur deux points essentiellement. Justement sur cette idée du chant comme origine pure ou comme parole pure. Bon, plutôt comme parole pure. Ce qui est étonnant, c'est que, je vous ai dit à l'instant, tout le monde chante. Et tout le monde chante, il faut bien le dire, n'importe comment. Bon. C'est-à-dire, c'est l'activité la plus quotidienne et aussi la plus raffinée. Elle se trouve, cette activité, aux deux extrêmes de la culture. J'ai pas besoin d'avoir appris à chanter pour chanter. Bon. Même sans avoir l'oreille absolue, même en chantant faux, je chante. Bon, c'est terrible, je ne reviens pas là-dessus, c'est effroyable même, mais je chante et ça me procure un plaisir inouï, sinon je ne le ferai pas. Retenons ça, nous ne chantons pas pour quelque chose, nous chantons d'abord pour rien. D'abord pour rien. On est encore dans le rousseauisme, plus ou moins, mais c'est important. Nous chantons pour rien, alors que nous parlons pour quelque chose. Enfin, parler pour ne rien dire, c'est pas parler, c'est chanter justement. C'est-à-dire, parler pour ne rien dire, c'est chanter. Bon. Comme quoi, plus vous élevez la voix, plus vous exaltez la voix, plus vous diminuez la signification, c'est toujours pareil. Vous chantez pour le plaisir. Bon, sous la douche. L'autre extrême, c'est l'opéra. Si on peut dire, du point de vue de la technicité et de la culture, l'autre extrême, c'est l'hyper-raffinement de l'opéra, c'est-à-dire l'hyper-artificialité de l'opéra. Un truc totalement ridicule, auquel, évidemment, personne ne peut croire. Des gens sur une scène qui chantent, qui meurent en chantant pendant 2 heures. Ça s'est jamais vu nulle part, et tout le monde est assis bien sagement et fait semblant d'y croire. Non, personne n'y croit. Mais tout le monde, non, pas tellement tout le monde, d'ailleurs. Mais on y va quand même, et on écoute. Qu'est-ce qui se passe pour relier ces deux pratiques du chant, qui n'ont d'une certaine manière absolument rien à voir? Bon. Il y a une chose, d'une certaine manière, qui les relie, mis à part le fait que ça chante dans tous les cas, c'est le plaisir, justement. C'est le plaisir. C'est la jouissance de la voix. Quand vous chantez sous la douche, je ne sais pas pourquoi je reprends cet exemple, mais bon, quand vous chantez, je ne sais pas, sur le chemin de l'école, voilà. C'est-à-dire justement pas quand vous chantez sur une scène, pas quand vous chantez dans un karaoké, pas quand vous chantez dans une chorale, mais quand vous chantez pour vous, et au départ, je insiste là-dessus, au départ, vous chantez pour vous.
Enfin, si vous chantez pour quelqu'un, c'est complètement différent. Vous avez déjà franchi une étape. Au départ, vous chantez pour vous. Vous chantez pourquoi? Vous chantez pour vous enchanter. Vous vous enchantez, c'est du plaisir. Ce dont vous jouissez, c'est de votre propre voix, c'est-à-dire de vous-même. L'expression, le caractère purement expressif de la voix dans le chant, c'est ça. C'est-à-dire ce qui est inversement proportionnel au caractère significatif de la voix. C'est pour ça que vous commencez par chantonner. C'est pour ça que quand vous, je ne sais pas, vers 10-12 ans, quand vous commencez à, même avant, pourquoi 10-12 ans, n'importe quoi, vers 5-6 ans, quand vous commencez à reprendre des tubes des tubes à la radio, vous maîtrisez assez mal l'anglais, par exemple, mais ça ne vous empêche pas de mâchonner de l'anglais. Vous ne comprenez rien aux paroles, évidemment, et vous faites semblant de parler anglais, mais vous chantonnez. Pourquoi vous le faites? Parce que, évidemment, ce qui vous attire, c'est le son, bien sûr. C'est certainement pas le sens des paroles. C'est certainement pas le sens des paroles qui vous attire dans la chanson. Ou plus précisément, vous êtes attiré vers le sens par le son. D'accord ? Vous allez me dire, la parole c'est pareil. Sauf que dans la parole, vous oubliez le son. Et vous vous fixez sur le sens. Dans le chant, c'est l'inverse. Vous êtes attiré vers le sens, mais vous en êtes renvoyé sans arrêt au son. Vous jouissez du son. C'est-à-dire, en réalité, c'est pas de la musique, c'est de la chanson. Ce dont vous jouissez, c'est de la parole. C'est de la voix, pardon. C'est de la voix. C'est quand même incroyable de chanter. Chanter, c'est le seul moment où vous transformez votre corps en instrument. Votre corps lui-même est un instrument. Toute votre personne est un instrument destiné à rien. Bon. C'est ça qui se passe quand vous chantez. Vous chantez pour le plaisir. Bon. Et c'est ça, d'une certaine manière, qui est exprimé, exalté, raffiné, sophistiqué dans l'opéra. C'est la jouissance du chant. Bon. Une jouissance purement esthétique. Mais c'est pas seulement ça. Ce qui se trouve et ce en quoi l'opéra vous renseigne sur votre pratique. L'opéra, c'est peut-être un truc de vieux, c'est peut-être un truc un peu désuet, c'est peut-être un truc un peu réservé à une élite bourgeoise, tout ce que vous voudrez. Mais il se trouve qu'un certain nombre de philosophes ont considéré que c'était une chose très très importante pour comprendre la culture et pour comprendre ce qu'était la pensée et pour comprendre ce qu'était la parole. On peut un tout petit peu leur faire confiance, en tout cas moi je leur fais confiance. C'est le cas de Nietzsche, c'est le cas de Rousseau. L'opéra nous dit beaucoup de choses justement là-dessus. Puisque l'opéra, c'est le lieu où on transforme la parole en chant, c'est-à-dire où par un artifice incroyablement sophistiqué, nous revenons à l'origine, puisque nous avons commencé par chanter. Ce que vous entendez peut-être sur une scène d'opéra, c'est peut-être la manière dont les gens parlaient au départ. Voilà. En tout cas, c'est comme ça qu'ont commencé les mythes. Les mythes étaient chantés, comme vous le savez. Homère était un Aède. Donc au départ, à l'origine, il y avait du chant. Et bien peut-être que c'est pas, encore une fois, par un artifice culturel hyper sophistiqué. Ce que vous voyez sur une scène d'opéra, c'est la scène primitive. Bon. Et qu'est-ce que vous voyez sur une scène d'opéra? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les intrigues débiles, en général, des scènes d'opéra? C'est du désir, c'est du pur désir. C'est du pur désir. Ce que vous voyez, c'est du désir. Une lutte des désirs, un concours des désirs, un rapprochement des désirs, c'est des histoires d'amour ridicules, absolument ridicules. Mais ce sont des histoires d'amour, des histoires de désir. C'est pas un hasard que ce soit porté par le chant. Il y a une coïncidence entre la forme et le contenu, si vous voulez, entre la forme du chant et le contenu désirant. La deuxième chose, c'est que c'est du corps. Ça va avec. D'accord ? C'est du corps. La parole, précisément, son objectif, c'est de se détacher du corps. Ce que je suis en train de vous dire là, si c'est vraiment des informations, n'importe qui peut vous le dire. D'accord ?
et ça n'a aucune espèce d'importance si c'est vrai, d'ailleurs même si c'est faux, si c'est vrai, que ce soit moi qui vous le dise ou Hugues Marminat, ça revient exactement au même. Vous êtes fixé sur le sens, un peu confus, je vous le concède, mais vous êtes fixé sur le sens de mes paroles, vous m'oubliez. Enfin, j'espère. Vous ne faites pas attention à mes paroles, c'est-à-dire vous ne faites pas attention à ma voix, même si j'en suis sûr, ma voix vous capte et vous séduit. Vous ne faites pas attention à mon corps, je vous en supplie, ne faites pas attention à mon corps, faites attention à ce que je dis. D'accord ? Pour parler, j'efface mon corps, ou pour bien parler, pour dire quelque chose, pour transmettre de l'information, encore une fois, il ne suffit pas, c'est pour ça que j'arrête de chanter, il faut que je disparaisse derrière la parole. Et je disparais derrière la parole, ça veut dire mon corps s'efface. Vous raisonnez à l'inverse, là, le chant, c'est exactement le contraire. C'est le corps qui réapparaît. C'est pour ça que je vous parlais d'impudeur tout à l'heure. C'est pas seulement parce que je m'expose, je me mets à nu quand je chante. C'est parce que mon corps est là. Je viens de vous dire, chanter, c'est de faire de son corps un instrument. Mais c'est l'exposer. C'est le mettre devant vous. Tout mon corps est dans ma voix. C'est charnel. C'est la matérialité même de la parole. Or, encore une fois, la signification, c'est de l'idéalité. La voix, c'est de la matérialité. Plus vous voulez de l'idéalité, plus vous baissez la matérialité. Donc, vous retirez le corps, vous perdez votre corps quand vous parlez. Vous le réactivez, vous le réinvestissez dans votre parole quand vous vous mettez à chanter. Entre deux, quand la parole impersonnelle, neutre, sans corps, sans sujet, commence à chanter, c'est la sang, par exemple. C'est quand vous commencez à parler avec un accent. On dit que votre parole, elle chante. Elle chante. Vous comprenez ? Vous mettez de l'inflexion, c'est-à-dire vous appuyez sur la matérialité du son, mais comme vous l'avez remarqué à certaines personnes qui ont un accent particulièrement prononcé, à la fin, vous ne comprenez plus rien, même si c'est la même langue, même si c'est le même langage. La matérialité du son a pris le dessus. Vous allez à l'opéra, c'est des gens qui ont un super accent. C'est-à-dire des gens qui ont une inflexion majeure, des inflexions majeures. La matérialité du son a pris le dessus. Et c'est ça qui nous enchante. C'est ça qui nous séduit. C'est ça qui produit la jouissance, qui est une jouissance charnelle du chant. C'est ça que vous ressentez quand vous chantez, d'ailleurs. Vous vous enchantez de votre voix. Vous êtes là, c'est merveilleux. Vous êtes là. Et quand je vous disais tout à l'heure l'hypothèse rousseauiste, l'hypothèse rousseauiste, au départ, elle part d'une querelle qu'on a appelée la querelle des bouffons, qui a animé, je suis désolé, la querelle des bouffons, en l'occurrence, ce n'était pas les philosophes, enfin les bouffons, c'était l'opéra bouffe, l'opéra comique. Bon. Cette querelle des bouffons, qui a l'air d'être, c'est une querelle au départ musicologique, qui a l'air d'être une querelle technique, et ça a produit, si vous voulez, une espèce de cataclysme philosophique au XVIIIe siècle, absolument incompréhensible pour nous. D'un seul coup, tout le monde a eu son avis sur cette querelle des bouffons, y compris le roi et la reine. Il y avait les partis. Alors, qu'est-ce que c'est que cette querelle des bouffons et pourquoi je vous parle des bouffons ? Cette querelle des bouffons, pour le dire et pour le simplifier, parce qu'elle a eu de multiples épisodes, y ont participé tous les encyclopédistes, par exemple, pas seulement Rousseau, Voltaire, d'Alembert, Diderot, tous avaient leur mot à dire là-dessus. Mais toute l'Europe s'est passionnée pour ce truc-là, c'est complètement invraisemblable. Enfin, à l'époque, on avait du temps à perdre peut-être, mais je sais pas. En tout cas, on prenait le chant très très au sérieux, c'est le moins qu'on puisse dire. On prenait le chant tellement au sérieux que ça veut bien dire quelque chose. Ça veut dire que toute la culture investissait quelque chose là-dedans. Toute la culture se sentait concernée par une question aussi bêta que qu'est-ce qui prime dans le chant ? Est-ce que c'est la parole ou est-ce que c'est la musique ? Dingue ! L'hypothèse que personne s'était jamais, la question que personne s'était jamais posée, ébranle toute la philosophie, toute la pensée des Lumières. C'est pas pour rien que ça intervient à ce moment-là.
Ça vient tout simplement de l'opposition musicologique, pardon de faire une toute petite allusion à la musique, enfin à la musicologie, hein, de l'opposition entre ce qu'on appelle le chant français et le chant italien, pour le dire très très rapidement. Et c'est pas pour rien, les Français, la pensée, hein, Descartes, la pensée française, bien rigide, la méthode, machin, voilà, paraît-il. Pas que les Français, c'est ça. Bon. C'est-à-dire, la pensée, les mathématiques, c'est Jean-Philippe Rameau à l'époque, bon, qui ennuie tout le monde, en particulier Diderot. Mais c'est vraiment le chant français rigide, emperruqué, poudré, c'est comme... Bon, voilà, bref. Et à côté, ça ne vous étonnera pas, vous avez le chant italien. Et qu'est-ce que c'est que le chant italien? C'est les passions, évidemment. C'est les passions. Alors d'un côté, vous avez le chant français, c'est la raison, les mathématiques, ou en musique, l'harmonie. Tout le chant, toute la musique est soumise à l'harmonie, c'est-à-dire à des rapports mathématiques, des rapports de raison. Et le chant italien, mais c'est l'expression, l'expressivité, l'expression des passions, le cœur. C'est le cœur qui parle. Et vous avez bien compris qui a gagné cette bataille au XVIIIe siècle, puisque nous en sommes les héritiers. C'est évidemment, enfin, qui a gagné cette bataille dans l'opéra, mais pas simplement dans l'opéra, parce que la chansonnette, c'en est aussi l'héritier. C'est le chant italien, évidemment. C'est le chant italien, c'est-à-dire cette idée que la musique n'est pas là pour véhiculer, ou le chant n'est pas là pour véhiculer des significations, c'est pas de la tragédie mise en musique, comme on voulait le faire avec Rameau, comme Rameau le faisait, hein, c'est-à-dire scander, c'est-à-dire la prosodie du vers qui devient musique. C'est pas des mots qui importent, c'est du chant, c'est de la voix. Et donc querelle, parce qu'on importe un opéra, la servante, la maîtresse servante, à Paris, à ce moment-là, scandale à l'opéra comique, à l'opéra bouffe, scandale, parce qu'on entend chanter et on ne comprend rien aux paroles. Bon, je caricature hein, vraiment largement, pardon pour les musicologues. On ne comprend rien, mais c'est pas grave, ça vous enchante l'oreille. Mais tous ces beaux messieurs de l'Académie de musique s'offusquent et en mangent leur perruque. On n'entend plus rien, à quoi sert le chant, c'est ridicule. Et puis c'est impudique. Pourquoi? Parce qu'on a fait passer la voix devant la signification de nouveau. Et ça part de là, l'essai de Rousseau. Ça part de là. C'est-à-dire le rapport entre les paroles et la musique, ce rapport-là est une question philosophique centrale. Ce n'est pas juste une question musicologique, parce qu'elle vous dit ce que vous avez fait de la parole et ce que c'est que la parole, ou ce que vous faites quand vous parlez, c'est-à-dire quand vous renoncez à chanter, ou ce que vous faites quand vous chantez, c'est-à-dire renoncer à parler. D'un seul coup, cette chose-là devient extrêmement importante. Il y a les gens qui sont du côté du roi et du côté de la reine, parce que c'est divisé effectivement comme ça dans cette querelle. Évidemment, je ne vous étonnerai pas en vous disant que du côté de la reine, c'était le chant italien. Les femmes, la sensualité, le cœur. Enfin, vous voyez, il y a tout un système de division sociale et culturelle qui intervient dans cette question. Ça décide de ce qu'est la culture. Le chant devient une question extrêmement importante, et c'est pour ça qu'elle va redevenir, à l'époque de Nietzsche, enfin par Nietzsche, avec les rapports entre Nietzsche et Wagner, notamment, ça va devenir de nouveau une question philosophique essentielle. De nouveau, l'opéra va devenir un lieu où on philosophe. Vraiment. Bon. Je ne sais pas combien de temps il me reste. J'ai dû dépasser, j'imagine. Est-ce qu'il y a un arbitre? Non, personne. Vous en avez marre? Je vais arrêter. Alors, je vais arrêter. Je vais arrêter parce que... je vais arrêter, oui. Je vais arrêter parce que, à dire vrai, tout ce que je voulais, c'est vous indiquer des pistes à suivre là-dessus. Mais il y a 2-3 petites choses sur lesquelles, quand même, à la fin, il faut revenir. Pas simplement sur le caractère très plombant de ce mythe, encore une fois. Mais surtout sur l'héritage dans lequel nous nous situons justement par rapport à cette pensée-là. Et encore une fois, ce n'est pas simplement
j'espère l'avoir un tout petit peu indiqué, c'est pas simplement une question de philosophe, là en l'occurrence, parce que c'est une question de pratique, justement. C'est une question qui intéresse la pratique vraiment quotidienne de ce que c'est que chanter, parce que vous ne chantez pas en réalité par hasard. Et vous chantez, enfin, vous n'avez pas idée, enfin, ou peut-être vous en avez idée, justement, de l'ensemble de valeurs culturelles que vous charriez quand vous pratiquez le chant. Et vous n'avez pas idée non plus de ce que vous êtes quand vous chantez. Bon. Je disais tout à l'heure, bon, ce qui est important, c'est le type, pour un philosophe, disons, c'est par exemple le type de personne que vous êtes quand vous chantez, qui n'est pas exactement la même que celle que vous êtes, qui n'est même pas du tout la même que celle que vous êtes en parlant. Bon, encore une fois, d'une certaine manière, en parlant, vous n'êtes personne, justement. Et à mesure que vous réinvestissez votre personne, c'est-à-dire le sujet personnel dans la parole se met à chanter. Ça s'appelle, en bon français, le lyrisme. Le lyrisme, chanter. Le lyrisme, c'est quand la parole est réinvestie par le chant. Ça peut être dans l'écriture, comme ça peut être dans la parole orale, bien sûr. Qu'est-ce que c'est que le lyrisme ? Le lyrisme, en tout cas tel que le romantisme en a fourni l'image caricaturale, le lyrisme, c'est l'exaltation de la première personne, du je, du moi. L'exaltation du moi, du je, le lyrisme, c'est le chant. Autrement dit, encore une fois, la différence entre parole et chant, c'est la différence entre moi-je et on, ou l'impersonnel, par exemple. Mais encore une fois, c'est intriqué. Vous pouvez être lyrique en parlant. Je vais m'abstenir de le faire parce que ça vous énervera probablement. Mais nous pratiquons ça. Dès que la parole se met à chanter, dès que vous êtes lyrique, vous produisez aussi autre chose. Retenons ça, c'est vraiment des éléments conclusifs. Retenons ça. Vous êtes là. Vous êtes un je qui parle, un je qui s'exprime, c'est-à-dire un je qui chante. Bon. Vous êtes vraiment là. Contrairement à la parole dont vous vous absentez. Et encore une fois, je souligne le fait, ça peut être une condition de la parole, justement. Ça aussi, c'est un mythe. Qu'est-ce que vous faites quand vous chantez ? C'est très étrange. Quand vous chantez, vous êtes diverti. Vous êtes diverti, par exemple, de l'activité qui, au contraire, devrait requérir votre attention, c'est-à-dire vous accaparer. Vous chantez sous la douche, vous chantez dans des travaux mécaniques et répétitifs, vous chantonnez en allant à l'école, c'est-à-dire vous chantez quand vous pensez à autre chose. Bon. Vous n'êtes, au contraire d'être présent, vous êtes absent dans le chant. Plus précisément, vous vous absentez du quotidien. Vous êtes complètement immergé dans le quotidien, mais vous vous absentez du monde dans lequel vous êtes, c'est-à-dire du réseau de relations techniques et utilitaires. Vous vous retirez. C'est pour ça que vous chantez d'abord pour vous-même. Vous vous enchantez. Donc vous êtes distrait. Et regardez les enfants qui chantent, regardez les petits enfants qui chantent, c'est fascinant. Ils sont totalement isolés. Totalement isolés. Ils ne chantent que pour eux-mêmes. C'est le moment où la vie se met en boucle. Ils n'ont plus aucune communication avec l'extérieur. C'est fascinant. Le monde se referme. Ils sont en eux-mêmes. Ils sont absentés, mais en même temps absolument présents à eux-mêmes. Ils coïncident avec eux-mêmes. Aucune distance de eux à eux. Nous sommes comme ça dans le chant. Parce que c'est notre enfance, justement. Nous avons l'impression que c'est notre enfance. Et que cette coïncidence à nous-mêmes, cette immédiateté, cette présence à soi, nous l'avons perdue. Et nous la retrouvons ponctuellement. C'est précisément pour ça que le chant nous fait plaisir. C'est une régression purement infantile. Enfin, en tout cas, il y a de la régression infantile par rapport à la parole qui nous disperse, qui nous éloigne de nous-mêmes. Nous sommes là. Le mythe du chant, c'est un mythe de la présence. Être là. Ça, c'est très important. La deuxième chose, ça, c'est le sujet lyrique. Le sujet lyrique, celui qui chante, c'est celui qui est là. Vraiment. La deuxième chose qui caractérise ce sujet lyrique, ou la deuxième chose qui caractérise le lyrisme dans la parole, c'est le fait que la voix, je vous l'ai dit tout à l'heure, comme c'est du charnel, comme c'est du corps, la voix est captieuse, elle est séductrice. Alors au départ, vous vous enchantez vous-même, et après vous chantez pour séduire, bien sûr. Et vous séduisez beaucoup plus en chantant qu'en parlant. Enfin, quand vous y arrivez, c'est tout l'un ou tout l'autre. C'est pour ça que c'est risqué.
Mais c'est pour ça qu'on fait des sérénades sous le balcon de sa bien-aimée. Hein. Bon, les déclarations d'amour, c'est bien, mais alors les chanter, c'est la classe. Enfin, la classe. Ça peut être consternant aussi. Hein. Mais en tout cas, c'est pour ça qu'on chante des histoires, des chansons d'amour aussi. Bon, bref. Parce que l'amour, ça se chante, bien sûr. L'amour, ça ne se parle pas. Ça se chante. Forcément, c'est le cœur. C'est l'expressif. C'est le moi. Bon, et le toi. C'est un autre type de communication. Bon. Vous n'échangez pas des informations, ou plutôt, vous échangez... Non, vous n'échangez pas d'informations, vous donnez de l'expression. Je t'aime. Tu m'aimes plus. Enfin bref, des trucs comme ça. La simplicité même, et vraiment la simplicité consternante, navrante d'un bon nombre de chansons, tient à ça. C'est-à-dire, c'est de l'expressif. C'est pas de la signification, c'est de l'expressif. L'intérêt, et c'est pour ça que c'est totalement idiot de faire un mauvais procès aux chansons en leur reprochant leur absence de profondeur. Mais il ne faut pas chercher à leur donner de la profondeur. Elles n'ont pas de profondeur, c'est ça qui nous séduit. Et c'est ça qui est important. Ce qui est important, c'est la chanson, c'est pas ce qu'elle dit. Ce qui est important, c'est l'expressif. C'est l'expressif. Et c'est pour ça que les chansons les plus débiles du point de vue du texte sont les plus accrocheuses, évidemment. Ça vient vous chercher aux tripes, c'est formidable. Enfin, c'est formidable. Quand vous faites de la philosophie, c'est moins bien. Mais c'est formidable, parce que c'est ça qui est important dans le chant. Ce qui est important, c'est justement l'amalgame de paroles et de musique, mais cet amalgame fait que la parole est simplifiée. On n'est plus dans la signification, on est, pardon, la distinction est un peu technique, mais elle est juste, on n'est plus dans la signification, on est dans le sens. Et ce sens est expressif. Il est globalement expressif. D'accord ? Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la parole dans le chant, elle est, comme je vous le disais, séductrice, captieuse. C'est de la rhétorique. Ou plutôt, la rhétorique, c'est le chant dans la parole. Quand vous vous mettez à vouloir séduire les gens par votre voix, vous chantez. Quand je me mets, je ne sais pas si je vous dis tout ça sur le même ton comme ça, en vous disant, bon voilà, alors au départ il y a le mythe de Rousseau, dans l'essai sur l'origine des langues, ça part de la querelle des bouffons. Franchement, je vous dis exactement le même type d'information, mais je ne capte pas nécessairement de la même manière l'attention. C'est tout bête, mais qu'est-ce qui capte l'attention ici ? C'est ma voix, bien sûr. C'est mes inflexions. C'est d'un seul coup si je me mets à hurler, comme ça. Ça vous réveille, tout simplement. Mais surtout, ça appuie sur telle ou telle signification. C'est-à-dire, je fais sortir telle signification du flot continu. D'accord ? Ça, c'est très beau, c'est le chant dans la parole, et encore une fois. Mais ça s'appelle l'incantatoire aussi. C'est ça qui confine à la sacralisation de la parole dans le chant. Et c'est très dangereux. Tous les gens qui exaltent le retour au chant, le retour contre la parole technicienne, informative, ah, le bon temps où on parlait, le bon temps où on chantait, ah, le bon temps où on s'exprimait. Et bien, ce bon temps, c'est aussi celui du mythe comme, j'allais dire, nuit de l'esprit. C'est exactement celui contre lequel luttait Platon, en excluant non seulement les poètes, mais en dévaluant plutôt les rhéteurs ou les orateurs, c'est-à-dire ceux qui font de la parole autre chose que de la pensée, ceux qui font de la parole, ceux qui gardent dans la parole la matérialité de la parole, parce que la matérialité de la parole, elle est séductrice. D'accord ? Ça, c'est de l'incantatoire, ou c'est le début de l'incantatoire. Et quand la parole devient incantatoire, on sait ce que ça donne. C'est comme ça qu'on capte les foules, justement. Donc l'idée qu'il faut revenir au chant, il faut la manipuler avec avec beaucoup de précautions, bien sûr. Revenir au chant, c'est très dangereux aussi. Et c'est dangereux, et vraiment j'arrête là, parce que là vraiment je vois, ça m'a l'air rigolo. Mais aussi, cette exaltation, il faut aussi voir en quoi cette exaltation du chant actuel, c'est-à-dire là en l'occurrence plutôt de la chanson, a de symptomatique. Et je terminerai juste ça, mais parce que ça m'agace. Parce que justement, j'écris sur le chant, donc j'aime beaucoup le chant, mais alors l'exaltation du chant, ça m'est profondément insupportable, pour la raison que je viens d'indiquer, c'est-à-dire que exalter le chant, le chant c'est la communauté de sang, c'est le chant patriotique, c'est le chant qui soude la communauté,
qui dilue l'individualité dans le ciment d'une seule identité nationale, bon sang. Bon, c'est ça le chant. Il faut le savoir quand même, avant d'exalter, c'était bien de chanter, tout ça. Bon. Et puis la deuxième chose, c'est l'inverse, qui est aussi, je vais dire aussi épouvantable, aussi désastreux. C'est au lieu de cette espèce de ciment de la communauté, l'hyperfragmentation de l'individualité, ça c'est la chanson. Alors vous avez les deux extrêmes, vous avez le chant, il n'y en a plus guère, remarquez, mais quand ça existe, c'est terrible. Donc le chant, pas patriotique, c'est bien les chants patriotiques aussi, c'est bien de chanter tous en chœur, mais si vous voulez, entre la communauté idéale, c'est-à-dire le chœur des anges, le lieu où toutes les voix sont placées, les voix individuelles sont placées et se répondent, ça c'est la société harmonique. Le chant, c'est l'image de la société harmonique, c'est le chœur, la chorale, le chœur des anges. Mais entre cette société harmonique et la société totalitaire, il n'y a qu'un tout petit pas à faire. Ce pas, c'est celui de la polyphonie à l'unisson. C'est quand vous chantez polyphoniquement, vous donnez l'image d'une société parfaite. Chacun garde sa voix, mais chacun est placé en rapport avec l'autre, c'est harmonique, ça fait un beau son, c'est magnifique. Tous les gens que vous interrogez qui participent à un chœur vous diront la même chose. Je ne savais pas qui j'étais avant de rentrer dans ce chœur, maintenant c'est magnifique, j'ai trouvé ma place. Mais ce n'est pas une métaphore. Vous trouvez votre place dans la société quand vous chantez juste. C'est ce que je disais tout à l'heure. Mais entre ce moment-là où chacun garde sa voix individuelle et se répond, et s'écoute, et le moment où tout le monde chante à l'unisson, et que ce soit dans les armées ou dans les stades de football, parce que c'est malheureusement là aussi où on chante les chants les plus abrutissants et les plus destructeurs, il y a qu'un tout petit pas à franchir, et c'est celui du chant, justement, en l'occurrence. Mais entre ça, donc cette communauté, qu'elle soit cauchemardesque ou idyllique, que ce soit la communauté idéale ou l'État totalitaire ou la bande de potes complètement ivres qui se met à hurler à 3h du matin avant de casser la figure aux gens qui passent par là, entre ça et l'hyperfragmentation narcissique de la chanson, vous avez les deux extrêmes de ce qui est devenu le chant, de ce point de vue-là. C'est-à-dire, alors de l'autre côté, de l'hyperfragmentation qui est aussi parfaitement symptomatique de cette société qui ne sait pas, qui hésite entre la communauté fusionnelle et l'atomisme des individualités. Vous avez tout le spectre du chant. Vous avez le chœur, le chant à l'unisson, et de l'autre côté, chacun qui pousse la petite chansonnette, qui n'a pas de voix, on s'en fout, qui n'a pas de technique, on s'en fout aussi, qui ne connaît rien à la musique, c'est pas grave, mais qui a des choses à dire. Et le jeu doit parler. Et tout le monde parle, enfin tout le monde chante, de ce point de vue-là. Et ça, c'est parfaitement symptomatique aussi de cette pulvérisation sociale qu'incarne la pratique du chant. Voilà, je voulais terminer juste là-dessus, simplement pour vous dire que il s'attache des valeurs importantes à cette pratique, en somme, finalement, parfaitement dérisoire. Voilà. Merci de votre attention. Je suis désolé.